19 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce jeudi 17 février. La décision a été annoncée ce matin. La France et ses partenaires annoncent le retrait du Mali après 9 ans de présence dans le pays. Réaction et analyse de la situation dans de cette édition. Retrouvailles entre Européens et Africains au 6e sommet de l'Union européenne, Union africaine qui s'ouvre à Bruxelles après 5 ans d'absence. Libye, le pays célèbre le 11e anniversaire du début de la révolution, renversant en 2011 Muammar al-Kadhafi, un anniversaire intervenant dans un contexte bien particulier dans le pays. Économie, la situation socio-économique au Maroc, mise à nu par le hashtag Arnouch dégage face à la dégradation du pouvoir d'achat et la cherté de la vie, la rue grogne. Nous entamons cette édition par le dossier malien. Alors que le retrait de la présence militaire française se faisait pressentir depuis des semaines, la décision formelle a été annoncée ce matin. La France et ses partenaires annoncent leur retrait du Mali après 9 ans de présence dans le pays. Safwan Ben Sabri. Le glas de la fin a sonné entre Paris et Bamako ce jeudi 17 février. Emmanuel Macron a annoncé la fin de la présence française militaire au Mali. Après 9 ans d'une aventure militaire hors les murs, caractérisée par des hauts et des bas, la France se retire finalement du pays. La décision a été officiellement annoncée lors d'une conférence conjointe à l'Élysée en présence du président en exercice de l'Union africaine, celui de la CEDEAO ainsi que le président du Comité européen. Emmanuel Macron mise sur le temps long, il refuse d'évoquer une rupture et met l'accent sur la continuité dans la région. La France ne se retire pas, elle se délocalise. L'axe de ce redéploiement sera notamment porté sur une présence au Niger et dans les pays du Golfe de Guinée. Le président français a rendu hommage aux soldats français tombés au Niger et au Mali. Charles Michel, président du Conseil européen, lui, évoque aussi les victimes africaines du terrorisme. 4 directions ont été énoncées concernant le redéploiement militaire au Sahel. La première repose sur une implication des pays voisins, notamment ceux du Golfe de Guinée. La 4e, pas des moindres, évoque un désaccord profond entre Paris et les autorités maliennes. Selon le locataire de l'Élysée, Paris et Bamako ne partagent ni les visions ni les priorités. Alors que les autorités maliennes ont à plusieurs reprises pointé du doigt le manque d'efficacité des opérations françaises au Mali, le président français refuse de parler d'un échec que certains comparent à celui de l'Afghanistan. Une réponse de Bamako est probablement à prévoir dans les jours qui viennent, en écho à la décision de Paris. Le redéploiement de la France au Niger est édicté par des intérêts, l'uranium nigérien étant une richesse très convoitée par Paris, selon Nicolas Kofigan Odibli, journaliste politique spécialiste du Sahel. Cet échec aura des conséquences graves à la fois pour Paris comme pour le Mali. Aujourd'hui, vous savez, la France a toujours des intérêts en Afrique. Et si la France veut se redéployer vers le Niger, c'est de bonne guerre parce que l'industrie d'uranium du Niger est contrôlée par la France. Bien que ce soit le Niger qui produit l'uranium, c'est la France qui gère cet uranium et la France ne va jamais accepter que cette firme soit atteinte ou bien soit déstabilisée par les djihadistes. Donc aujourd'hui, c'est plus stratégique. Le redéploiement de la France dans le Sahel est plus stratégique. C'est vrai, bien. On met devant la lutte contre le terrorisme, oui, mais à côté de ça, il faut reconnaître que la France ne vise que cet intérêt. La France se réorganise dans le Sahel plutôt, parce qu'aujourd'hui, l'escale verbale entre la France et le Mali a fait que les autorités françaises se sont dit qu'ils ne sont plus dans la mesure de remplir leur engagement sécuritaire vis-à-vis du Mali et qu'il faut maintenant un redéploiement dans le Sahel, en l'occurrence dans les pays proches du Mali comme le Niger, le Burkina Faso, même la Côte d'Ivoire, ou pourquoi pas les pays du Golfe de Guinée comme le Bénin, qui est même frappé ces derniers temps par
les djihadistes. Donc la France, d'une manière ou d'une autre, comme vous l'avez dit, est en train de se réorganiser. Mais tenez-vous bien, c'est dû plus aux escalades verbales entre la France et les nouvelles autorités maliennes. Je veux parler des autorités de la transition du Mali actuelle, où ils ne s'entendaient pas jusqu'à ce que même l'ambassadeur de France ne soit interdit de vie au Mali. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, déclare que l'Union attend des garanties de la part du gouvernement de la transition malienne, alors qu'elle s'interroge sur l'avenir de ses missions de formation au Mali après le retrait militaire de la France. J'ai envoyé une mission au Mali afin de vérifier avec les autorités maliennes sous quelles conditions et sous quelles garanties nous pourrions envisager la possibilité de garder ou de ne pas garder notre travail de mission de formation. La réponse viendra dans les prochains jours. Et l'Allemagne, toujours aussi sceptique quant à la prolongation de sa mission au Mali, un sentiment renforcé par la décision de la France de se retirer du pays. L'armée allemande est actuellement engagée au Mali à travers 2 missions. 328 soldats participent à la mission de formation de l'Union européenne et 1170 soldats à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Il s'agit d'une considération importante pour nous pour savoir comment nous allons poursuivre cette mission, combien de temps elle sera prolongée, comment cela sera décidé. Je dois dire que je suis très sceptique quant à une éventuelle prolongation du mandat de participation. Ceci est lié au fait que je dois poser la question, quels sont les objectifs politiques de la mission? Qui soutenons-nous? Que créons-nous là-bas? Et le retrait militaire au Mali de la France et de ses partenaires désormais officiels, qu'en pensent les Maliens de cette décision? Je vous propose d'écouter l'avis de quelques habitants de la capitale Bamako. Ça fait 7 ans que Barkhane est là sans aucun résultat. Au contraire, nous déplorons des morts tous les jours. Avant eux, on vivait bien. C'est elle, la France, qui nous a imposé cette guerre. C'est une bonne décision pour le Mali. Sans sa mission régalienne de mettre fin à la guerre, à quoi ça sert qu'elle soit encore là? Ça nous arrange bien qu'elle parte, mais il faut que nos dirigeants soient là pour le pays. Les réactions vont au-delà des frontières du Mali. Elles se multiplient dans la région du Sahel suite à cette annonce. Direction le pays voisin du Mali, le Niger, pour connaître l'avis de ses habitants. Aujourd'hui, nous avons constaté que la présence des forces étrangères sur le territoire malien est impertinente. Parce qu'après 9 ans d'existence, jusque-là, on a constaté qu'il y a des failles et des défaillances. Donc nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras et regarder cette présence inutile, illégale et illégitime. Nous pensons que c'est aujourd'hui une situation de grande inquiétude, de grande question, qui est laissée à la fois pour les voisins du Mali, c'est-à-dire le Niger, et particulièrement le Burkina, qui subissent de plein fouet cette question d'insécurité. Donc nous pensons qu'il y a lieu que l'Union européenne et la France et les pays voisins du Mali puissent prendre les dispositions pour que justement le vide qui sera laissé au nord du Mali soit pris en charge. Nous vous le disions en titre, après 5 ans, c'est les retrouvailles entre Européens et Africains. Un 6e sommet s'ouvre à Bruxelles pour un partenariat renouvelé, alors que chaque continent a ses priorités. Souad Benbatouche. Retrouvailles certes, mais avec certaines fissures. La toute dernière est le fruit de l'attitude nationaliste vaccinale des Européens. La pandémie de Covid-19 a balayé d'un revers de main les doutes sur le manque de solidarité et l'entretien des inégalités par le vieux continent vers l'Afrique, laissé pratiquement pour compte. La crise sanitaire sera d'ailleurs évoquée lors de ce sommet. Des annonces sont toutefois attendues sur le développement de la production de vaccins anti-coronavirus sur le continent noir.
La question sécuritaire se taille, elle, la part du lion, notamment avec tous les bouleversements politiques et sécuritaires dans la terre-mer, notamment au Sahel. Des investissements européens à hauteur de 150 milliards d'euros dans les infrastructures en Afrique ont été annoncés à la veille du sommet. À Bruxelles, il sera donc question d'économie, de sécurité, mais aussi de santé sur fond de crise sanitaire. Plusieurs observateurs doutent que cela suffise à resserrer les liens entre l'Union européenne et l'Union africaine, alors que d'autres acteurs comme la Turquie, la Chine ou encore la Russie investissent en Afrique avec force. Le Libye, le pays célèbre ce jeudi le 11e anniversaire du début de la révolution renversant en 2011 Muammar al-Kadhafi. Cet anniversaire intervient dans un contexte bien particulier. Le pays, déjà miné par les divisions entre institutions concurrentes à l'est et à l'ouest du pays, se retrouve depuis le 10 février avec 2 premiers ministres rivaux à Tripoli après avoir manqué l'échéance électorale cruciale du mois de décembre. Leila Girtal. La Libye commémore le 11e anniversaire de la révolte libyenne qui a conduit 9 mois après à la mort atroce du leader libyen Muammar al-Kadhafi. 11 ans après, qu'est-il advenu de ce pays? Que sont devenus les Libyens? Après ce qui a été nommé de printemps arabe, les Libyens commémorent aujourd'hui cet événement comme un acquis, comme une libération d'un certain dictat, dépeint comme tel par la communauté internationale. Sans revenir sur les détails de l'élimination d'Al-Kadhafi, l'une des plus sauvages que l'histoire ait enregistrée, sa mort a-t-elle offert au peuple les revendications démocratiques auxquelles il aspirait? Le terrain démontre tout le contraire. La Libye a toujours beaucoup de mal à s'extirper du chaos dans lequel elle s'est plongée au lendemain de l'assassinat d'Al-Kadhafi. Devenu le théâtre des prédateurs économiques sans scrupules et de combats meurtriers entre groupes armés aux ramifications multiples, la Libye n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Le désordre a gagné toutes les institutions d'État, 2 premiers ministres, 2 camps, 2 partis, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, et surtout la désolation qui bouge tout horizon de solutions. Un retour à la case départ, diraient certains? Même pas. Les Libyens auraient-ils troqué leur paix et leur stabilité contre un mirage? Toujours au sujet de la Libye, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a discuté mercredi avec le président du Conseil européen Charles Michel au siège du Conseil européen à Bruxelles des développements dans le pays ainsi que des relations entre les 2 parties. Concernant l'évolution de la situation en Libye, il a été convenu de renforcer les canaux de concertation bilatérale tout en continuant à soutenir la voie d'un règlement politique du conflit. De quelle Algérie parle-t-on dans Alger Confidentiel, la mini-série programmée ce soir sur la chaîne franco-allemande Arte? Avant même sa diffusion, la bande-annonce affiche déjà la couleur. Amira Becha. Mon contrat avec l'ambassade se termine cette année. Viens avec moi. En Algérie, je suis juge d'instruction. Le téléspectateur algérien est fatigué de la redondance que prend l'audiovisuel européen, particulièrement français. Une stigmatisation incessante d'une Algérie révolue et d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans cette fausse projection. À se demander si les sujets de la violence, la corruption, mais aussi de l'extrémisme islamique sont des caractéristiques primordiales pour écrire un scénario convoité par les subventions et les productions de l'autre rive de la Méditerranée. La chaîne franco-allemande a diffusé la bande-annonce de la mini-série Alger Confidentiel, donnant un avant-goût amer aux cinéphiles algériens. Mon pays. Une question s'impose. Pourquoi cet acharnement des médias européens que de vouloir se replonger dans les douleurs déjà exorcisées par l'Algérie? Et nous vous en parlions hier déjà. La situation socio-économique au Maroc, mise à nu par le hashtag Arnouch dégage, qui ne cesse de prendre de l'ampleur face à la dégradation du pouvoir d'achat et à la cherté de la vie. La rue grogne. Khalid Batash. Arnouch dégage. Le roi du Maroc chahuté en pleine activité officielle à Rabat. Rien ne va plus au Merzem. À peine 6 mois depuis sa prise de fonction, le gouvernement libéral du richissime Premier ministre Aziz Arnouch essuie une nouvelle tempête socio-économique, partie d'un simple hashtag.
La rue gronde sur le net. Elle demande le départ du chef du gouvernement sous le poids de la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, symptôme d'une économie qui déraille. Après la crise énergétique, c'est au tour des mesures d'austérité instaurées par Arnouch de faire vaciller le château de cartes du Makhzen. Elles viennent s'ajouter à une ribambelle de problèmes qui menacent la stabilité sociale du Maroc et qui trouvent leur origine dans les petits calculs d'une monarchie dépassée par les événements. Face à la colère des citoyens, les explications du gouvernement sonnent creuses, car les signes avant-coureurs de la crise sont apparus bien avant ce hashtag. Peu importe la personne ou la partie qui soit derrière ce hashtag, il y a un contexte favorable qui alimente toutes sortes de mécontentements contre le gouvernement. Les prémices d'une telle colère se sont manifestées bien avant la diffusion du dit hashtag. Entre inertie politique et mesures d'austérité, le gouvernement marocain ne sait plus sur quel pied danser et préfère poursuivre sa fuite en avant. Arnouch dégage traduit le malaise et le mécontentement de certains concitoyens face à un contexte économique et social morose imputé à la mauvaise gestion gouvernementale. En janvier dernier, le volume des dettes extérieures et la dette publique globale du Royaume représentaient respectivement 35 et 96% du PIB. Et pour une analyse plus approfondie de la situation socio-économique au Maroc, nous accueillons en direct par téléphone depuis Rabat l'économiste et membre de Transparency Maroc, Fouad Abdelmoumni. Bonsoir, monsieur Fouad. Quelle lecture faites-vous du hashtag Arnouch dégage sur le plan socio-économique ? La situation économique et sociale au Maroc est de plus en plus inquiétante. Et la hausse des prix actuels, conjuguée à la baisse très significative des possibilités d'emploi, fait que la population ressent la situation comme particulièrement dramatique. Et aujourd'hui, le ressentiment s'adresse essentiellement au gouvernement Arnouch et à sa gestion des retombées de la situation. Et donc, on voit des slogans tels que Arnouch dégage, faire Flores. Ce qui est important, à mon avis, est que la situation que nous vivons actuellement est liée à une conjoncture dans laquelle la Covid et la sécheresse jouent un rôle d'amplificateur. Monsieur Abdelmouni, face à la colère citoyenne, pensez-vous que le gouvernement Arnouch soit menacé ? La situation de faible production de richesses et d'emplois par l'économie marocaine est tributaire d'une politique de très long terme assumée par la monarchie marocaine depuis 60 ans ou plus. Et donc, la question n'est pas simplement d'un gouvernement, c'est réellement celle d'une politique dans laquelle la prédation et la course à l'armement et la gabegie de la monarchie sont les réelles causes de la faiblesse de l'économie et de la société marocaine. Et c'est en s'adressant à ces problèmes de fond que la société marocaine pourra réellement se donner les moyens d'un dépassement de la crise. Il est évident que Arnouch n'est vraiment pas un enjeu de la politique marocaine et il sera sacrifié certainement à la première occasion si la situation l'exige. Merci pour ces éclairages, monsieur Abdelmoumni. Je rappelle que vous êtes économiste et membre de Transparency Maroc. Vous étiez avec nous par téléphone en direct depuis Rabat.
Nous allons parler toujours du Maroc. Nouveau rassemblement des membres de la communauté marocaine devant le Parlement européen à Strasbourg en France. Ils souhaitent attirer l'attention sur les atteintes à la liberté d'expression commises par Rabat et appellent les eurodéputés à condamner les pratiques du régime marocain. Les manifestants venus de Reims, Paris, Nancy, Montbéliard et Strasbourg exigent la libération des prisonniers politiques et d'opinion dans le royaume. Selon Fouad Salaheddine du comité de soutien aux prisonniers politiques, Omar Radi et Nasser Zefzafi, on étouffe toutes les voix contestataires dénonçant les inégalités au Maroc. En Tunisie, quelques jours après sa dissolution, le personnel du nouveau Conseil supérieur de la magistrature provisoire a pris ses fonctions à la demande des autorités de tutelle. Déclaration accordée par le secrétaire général du CSM provisoire, Mohamed Benayad, à l'agence Tunis Afrique Presse. Aucun membre du Conseil dissous n'était cependant présent au siège et aucun déploiement sécuritaire exceptionnel n'a été signalé aux environs. Il y a 33 ans, jour pour jour, le 17 février 1989, les 5 chefs d'État des pays du Maghreb annonçaient en grande pompe la naissance de l'Union du Maghreb arabe avant sa fondation. L'Union du Maghreb a été précédée de la réunion tenue par les 5 chefs d'État maghrébins en Algérie le 10 juin 1988, au cours de laquelle il a été décidé de constituer une grande commission chargée de définir les voies et moyens permettant la réalisation d'une union entre les 5 États du Maghreb arabe. En République démocratique du Congo, les Nations unies ont annoncé que 7 humanitaires avaient été tués en 2021 dans divers incidents où sévissent des groupes armés. Ces incidents sont concentrés dans les provinces de l'Est selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, un département du secrétariat de l'ONU. Au total, 292 incidents ont été enregistrés dans des actes de violence armée d'après l'agence onusienne. En Europe, dans le dossier ukrainien, les États-Unis déploient des forces supplémentaires en Europe, dans les pays alliés de l'OTAN, dans un contexte de tensions persistantes. Le président ukrainien a promis mercredi que son pays se défendra contre toute invasion russe en assurant, comme ses alliés occidentaux, ne pas constater de retrait réel des soldats russes de la frontière, contrairement à ce qu'annonce Moscou, cette dernière justement qui déplore le rejet par les Occidentaux de ses principales exigences, comme la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance, en particulier à l'Ukraine, et le retrait de l'infrastructure militaire de l'OTAN d'Europe de l'Est. Le président brésilien Jair Bolsonaro reçu en Hongrie, terre de son allié souverainiste Viktor Orban, au lendemain d'une rencontre avec Vladimir Poutine en pleine crise russo-occidentale sur l'Ukraine. C'est la première fois que ce pays d'Europe centrale de près de 10 millions d'habitants reçoit un chef d'État de la première puissance d'Amérique latine. Les relations entre le Brésil et la Hongrie se sont renforcées ces dernières années à la faveur de la proximité idéologique de leurs deux dirigeants. Au Moyen-Orient, l'entité sioniste a mené des frappes contre des entrepôts de missiles iraniens au sud de Damas, en Syrie. D'après les médias locaux, l'agence de presse Sana a annoncé que l'entité sioniste avait lancé des missiles sol-sol depuis les hauteurs du Golan qui sont tombés près de la ville de Zakia, causant des dégâts matériels. Toutefois, il n'y a aucun rapport d'activation des systèmes de défense aérienne syrienne et aucune victime signalée. Le bombardement visait un poste militaire, a déclaré Rami Abdelrahman, qui dirige l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres.
Selon le négociateur iranien Ali Bagheri, Téhéran est plus proche que jamais d'un accord après des semaines de pourparlers intensifs. Toutefois, Bagheri indique que rien n'est convenu. L'Iran avait affirmé vouloir en gage de garantie une déclaration politique du Congrès américain dans laquelle les États-Unis s'engagent à revenir à l'accord sur le nucléaire et à le mettre en œuvre. Pour rappel, l'administration de la Maison-Blanche s'est retirée de l'accord en 2018 et depuis cette date, Washington participe aux négociations indirectement avec le côté iranien. Le chef du mouvement libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, Hassan Nasrallah, déclare que le Liban a commencé à fabriquer des drones après avoir maîtrisé la conversion des roquettes en missiles de précision lors d'un discours télévisé à l'occasion du festival marquant la mort des dirigeants de la résistance islamique. نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا. Nous avons la capacité de convertir nos milliers de roquettes en missiles de précision. Nous avons commencé à le faire il y a des années. Nous n'avons pas besoin qu'elles soient envoyées par l'Iran, tout comme nous avons maîtrisé la capacité technologique de transformer nos roquettes en missiles de précision. Nous, au Liban, avons également commencé à fabriquer des drones il y a quelque temps. Passez une commande si vous voulez en acheter. بدأنا بتصنيع المسيرات والبده يشتري يقدم طلب. Santé, Covid-19, l'Algérie enregistre une nouvelle baisse des cas de contamination au Covid-19. 373 nouveaux cas détectés durant les dernières 24 heures selon le bilan du ministère de la Santé qui annonce également 323 guérisons et 10 décès. Direction Hong Kong qui est en proie à la pire épidémie de coronavirus de son histoire, enregistrant de nouveaux records quotidiens d'infections qui ont poussé les hôpitaux au point de rupture. Des dizaines de patients âgés grelottant sur des brancards à l'extérieur d'un hôpital desservant l'un des quartiers les plus pauvres du pays. Un tableau sinistre au moment où le système de santé menace de craquer face aux variants Omicron. Comme la Chine continentale, Hong Kong adhère à la stratégie zéro Covid qui a largement permis d'éviter la propagation du virus, mais a isolé le centre d'affaires du reste du monde. La semaine dernière, le gouvernement a déclaré que les personnes présentant des infections légères pouvaient s'isoler chez elles, mais environ 12 000 personnes attendaient encore d'être hospitalisées. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Nous sommes toujours dans l'attente. Mais ils ont dit que nous pourrions rentrer chez nous après avoir reçu les médicaments, mais nous attendons toujours les médicaments. Je ne savais pas que nous allions devoir attendre dehors. Je pensais qu'on allait attendre à l'intérieur du département des accidents et urgences. Ils n'ont pas de place pour nous, donc on n'a pas d'autre choix que de rentrer à la maison. Le personnel médical de l'ambulance a dit que même si nous n'étions pas infectés, on aurait pu être infectés en venant ici. Je me sens juste fiévreux, un peu de fièvre et j'étais en contact avec un patient du Covid. Il fait froid, j'ai un peu de fièvre, alors le docteur m'a appelé de l'intérieur et il a dit j'ai juste un peu de fièvre, seulement 37 degrés Celsius de fièvre, donc ils vont donner le médicament et je dois faire le test Covid et je dois rentrer à la maison. La Corée du Nord a célébré les 80 ans de la naissance de son ancien dirigeant Kim Jong-il sans missile ni parade militaire, mais avec un grand rassemblement en extérieur malgré des températures négatives. Son fils, l'actuel dirigeant Kim Jong-un, a célébré le jour de l'étoile brillante qui marque l'anniversaire de son père dans la ville de Samjinyon, près du mont Paikitu, où selon l'histoire officielle, Kim Jong-il serait né le 16 février 1942. Un anniversaire surveillé de près suite aux tensions actuelles dans la péninsule. Certains observateurs s'attendaient à une parade militaire exhibant les nouvelles armes de l'armée.
Et cet incident meurtrier en Inde, 13 femmes et jeunes filles ont trouvé la mort dans le nord du pays en tombant au fond d'un puits après que la plaque de métal qu'ils recouvraient a cédé sous leur poids. Selon les déclarations de la police locale, l'incident s'est produit pendant une cérémonie d'un mariage. Il y avait un vieux puits qui était recouvert d'une dalle. Des femmes et des enfants étaient assis dessus pour assister à un mariage. Mais comme la dalle ne pouvait pas supporter le poids, elle s'est brisée et tous ceux qui étaient assis dessus sont tombés dans le puits et des débris sont tombés sur eux. Et le bilan s'est alourdi au Brésil. Au moins 94 personnes sont mortes et 35 portées disparues dans les inondations et glissements de terrain provoqués par les pires pluies en près d'un siècle dans la ville touristique de Petrópolis. Près de Rio de Janeiro, les pluies torrentielles ont transformé les rues du centre en rivières de boue, aplati des maisons et renversé des dizaines de voitures en cette saison. Des pluies particulièrement meurtrières au Brésil. Aujourd'hui, je déplace ces corps. J'ai extrait le corps de ma mère. Hier, j'ai sauvé mon fils. J'ai sauvé des voisins et je les ai emmenés aux urgences. Mon fils va bien, il est à l'hôpital, mais il va bien. J'ai réussi à le sortir vivant malgré la boue et nous allons malheureusement devoir enterrer ma mère parce qu'il n'y avait rien à faire. Je suis allé chercher mon fils dans la boue à 9h du soir. Les choses matérielles peuvent être reconstruites, pas la vie. Quand vous êtes parti, vous êtes parti. Au Honduras, l'ex-président hondurien Juan Orlando Hernández sera placé en détention provisoire selon le porte-parole de la Cour suprême du Honduras. Une seconde audience pour examiner les preuves aura lieu mi-mars. L'ancien dirigeant est réclamé par la justice américaine. Elle le soupçonne d'être lié à un trafic de drogue. Au lendemain de son arrestation à son domicile, l'ancien chef de l'État a été transféré au siège de la Cour suprême du Honduras au milieu d'un imposant déploiement policier avec le soutien de véhicules blindés et d'un hélicoptère. Afin de garantir sa présence lors de la procédure d'extradition, la détention provisoire aura lieu dans les locaux du commandement des forces spéciales Cobra de la police nationale, fixer une audience de présentation et d'examen des épreuves qui constitue la deuxième audience de cette procédure au mercredi 16 mars 2022. Et au Chili, plus de 600 militaires ont été déployés pour aider la police à contrôler l'immigration clandestine dans 4 provinces du nord du Chili, à la frontière avec la Bolivie et le Pérou, dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le gouvernement. Des points de passage migratoire clandestins à travers des cols culminant à plus de 4000 mètres d'altitude. De nombreux migrants, notamment des Vénézuéliens qui fuient la situation socio-économique difficile de leur pays, ont péri de froid dans cette dangereuse traversée. Économie, un mot sur les performances du pétrole algérien. Sahara, Blend, le brut national est plus que jamais la star des marchés. Il frôle la barre des $100 ce jeudi, en hausse de 3,5%. Le Sahara Blend reste sur une tendance haussière. Il est aujourd'hui tout simplement le brut le plus cher au monde. Place à présent au Zoom du 19h. Et nous allons vous parler dans ce Zoom du 19h du G5 Sahel, une force multilatérale pilotée par Paris, créée en 2014 dans la foulée de l'intervention française au Mali. La Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad font partie
du G5, partenaire de la France, dans l'objectif affiché d'éradiquer le terrorisme et de promouvoir le développement de la région. 7 ans après son lancement, ce mécanisme bat de l'aile, il attise les critiques et fait couler beaucoup d'encre. Certains observateurs parlent d'échec cuisant. Élément d'analyse avec Sofiane Barouti. Emmanuel Macron a sanctionné son mini-sommet par une déclaration qui peine à masquer l'embarrassement de son gouvernement qui vit un moment de doute diplomatique rarement égalé. L'expulsion de l'ambassadeur de France de Bamako et la proclamation du lieutenant-colonel Damiba à Ouagadougou sont des indices de la perte d'influence dans cette région. La Mauritanie, qui a vu naître le G5 Sahel, se rapproche du voisin algérien et scelle les liens naturels par des perspectives stratégiques communes et des projets structurels. Le G5 bat de l'aile et la Task Force Takuba plie bagage après le départ des troupes danoises, bientôt suivies par le contingent allemand. Le Mali veut poursuivre la coopération pour la lutte antiterroriste, mais exprime haut et fort sa volonté de faire respecter sa souveraineté. Bamako veut diversifier les partenaires dans le domaine sécuritaire et économique, afin de soulager les populations victimes de la conjonction morbide du sous-développement et du terrorisme. Le gouvernement du Mali coopère d'État à État entre le gouvernement du Mali et le gouvernement de la Fédération de Russie. Donc, en fait, c'est comme si on cherche des poux sur une tête rasée. Et la témérité et le refus des autorités du Mali de laisser la France, principalement elle, s'ingérer dans ses choix de partenariat, font que ça provoque une sorte de frilosité, une sorte de comportement allergique au niveau de la France, comme si le Mali n'était pas un pays souverain. Paris peine à masquer ses difficultés en Afrique. Le terrorisme est en constante résurgence, notamment dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Les armées locales sont en colère, les moyens ne font pas légion et le danger est permanent. Un mouvement de mécontentement populaire profond secoue le continent, principalement la zone sahélienne et l'Afrique de l'Ouest, à la forte présence militaire et économique française. Plusieurs convois de Barkhane ont été bloqués par des manifestations. Au Niger, des citoyens ont même trouvé la mort à cette occasion. Les critiques fusent de toutes parts. L'armée française est accusée de crimes de guerre à la suite du bombardement d'une fête de mariage dans un village près de Kati. Je le dis et j'insiste, de l'attente des populations, c'est clairement que nous puissions mettre un terme au partenariat incestueux et hypocrite avec l'armée française qui, de notre point de vue, est un allié de nos propres ennemis. Donc, il va falloir trancher. Et après, c'est quand même combien d'années de collaboration militaire avec un allié dont les résultats sont des essais successifs. Et quand vous accumulez des succès, des échecs avec un partenaire, il faut avoir le courage de trouver un autre partenaire avec qui vous garantir quelques victoires, même si les échecs ne vont pas être totalement effacés. Le G5 a l'air de se décomposer littéralement. L'assassinat du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a été un gros coup dur pour la force multilatérale. L'ancien président tchadien représentait l'appui opérationnel effectif pour l'action française dans la région. La base de commandement de Barkhane se situe au Tchad et l'armée tchadienne est sans doute la formation la plus puissante du G5. Donc je crois fermement que c'est la retraite anticipée de l'initiative militaire de la France et de ses alliés dans la zone sahélo-sahélienne parce que de nouveaux partenaires sont à la porte et nous semblent plus indiqués en matière de collaboration militaire pour avancer sur ce contrat. Et nous savons que l'Algérie est l'un des grands exemples qui a vaincu triomphalement le terrorisme. Et ça nous étonne que dans un regroupement de gens pour lutter contre le terrorisme de façon efficace, le meilleur exemple africain soit isolé. Pourquoi, dans le G5 Sahel, un pays comme l'Algérie n'est pas intégré dans la politique? Bien évidemment, ça gêne l'hégémonie militaire française. L'Algérie défend une stratégie bâtie sur 3 piliers, que sont la recherche des solutions politiques, le refus des ingérences étrangères et la promotion des dynamiques de réconciliation nationale, ainsi que l'appui au développement à travers l'investissement dans l'infrastructure et l'assistance humanitaire. Alger, qui dispose d'une expérience reconnue en matière de lutte antiterroriste, estime que celle-ci ne peut pas passer juste par les moyens militaires,
et se dit prête à accompagner les pays frères à endiguer ce fléau. Les accords de réconciliation maliens en sont un exemple. L'initiative des pays du voisinage libyen l'est aussi, afin d'illustrer la volonté de l'action algérienne de stabiliser la région. Le processus de refondation suit son cours dans un monde en profonde bifurcation et un continent en continuelle transformation. L'Algérie l'exprime à chaque occasion. Elle continuera à soutenir les États et les peuples africains en préconisant des mécanismes inclusifs sous l'égide du droit international et sous la bannière du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ce qui permettra de voir se lever un jour nouveau sur le berceau de l'humanité et le tombeau du colonialisme et du racisme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas l'info du ciel, la météo présentée par Madame Ziane Zitouni. Excellent week-end à tous. Restez fidèles à Al 24 News. À demain.